Bonsoir à tous. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à croire qu'on vient d'entamer la deuxième moitié de ce studio agile. Ça passe vite. Il paraît que c'est comme ça quand on s'amuse. Donc voilà, c'est chouette de retrouver un groupe. On commence à voir des têtes et cette notion de communauté et de partage se met en route. Il y en a qui commencent à me dire oh, les tables sont trop petites, je peux pas me mettre avec tous ceux que je connais déjà. Voilà, donc malheureusement, j'ai pas trouvé de moyen de mettre plusieurs tables de 8. Sinon je l'aurais fait volontiers. Euh, mais voilà, c'est comme ça pour le moment. Et donc là, on va bientôt avoir Xavier qui va nous rejoindre sur scène quand les pubs pour nos sponsors seront passées. Ah non, c'était pas celle de VS, elle est déjà passée, je pense. Donc Xavier travaille chez VS. Et moi, j'ai déjà partagé à certains moments le fait que malgré que les speakers ont choisi le moment où ils étaient libres pour passer, il y a des chouettes enchaînements qui se passent. Et donc, notamment ce matin, dans l'atelier sur l'intelligence collective, il y a des gens qui ont fait remarquer qu'il y avait un biais parce que c'était un peu trop facile à leur goût de mener les choses avec bienveillance parce qu'il y avait trop de gens qui ont un background de facilitateur parmi les participants. Ce qui est vrai, et ça ne va pas changer ce soir, hein, je n'ai pas invité des chahuteurs juste pour le plaisir, mais je trouve ça rigolo de se dire que juste après qu'on ait fait cette remarque, ben, il y a quelqu'un qui propose un atelier sur les 5 niveaux de dysfonctionnement d'une équipe. Et donc, ben, le jour où ça deviendra un peu plus compliqué d'utiliser ce que vous avez vu ce matin, vous serez peut-être bien content de voir ce que Xavier vous aura partagé aujourd'hui. Voilà, Xavier, je t'invite à monter sur la scène avec moi. Ah oui, Emmanuel, effectivement. Dès que je parle de chahuteur, Emmanuel répond dans le chat comme par hasard. Voilà, Xavier, bienvenue ce soir. Merci Eric. Et eh bien, écoute, surtout, parfois, j'ai tendance à être un peu paternaliste et à tenir encore un peu la main de ceux qui me rejoignent sur scène. Mais là, on a le gars qui a animé toute la première matinée dans Rémo vendredi matin en faisant le lien avec ce qui se passait dans la salle. Donc, je pense que tu n'as plus besoin de maître nageur avec une grande barre pour te tenir et que tu vas faire ça comme tu veux. Et bien sûr, on est plusieurs derrière toi à venir, à être prêts à venir assister quand tu en as besoin parce que ça te facilite la vie ou ça augmente l'expérience de ceux qui sont parmi nous. Voilà, je te laisse la scène. Merci Eric. Effectivement, ce sera peut-être un peu moins stressant aujourd'hui ou pas dans cette position donc de speaker. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc ben, vous avez vu le titre, donc les 5 dysfonctions d'une équipe. Donc c'est basé du livre ici de Patrick Lencioni. Donc c'est vraiment un très bon livre que je vous recommande. Donc moi, mon atelier aujourd'hui, bon, je vais essayer de pas trop parler, même si j'ai tendance parfois à être un peu bavard. Donc on verra si j'arrive à tenir mes promesses. En tout cas, j'ai deux envies aujourd'hui. La première, c'est de vous faire découvrir finalement ce modèle, que ça vous intéresse et que potentiellement vous vouliez en apprendre un peu plus là-dessus. Et la deuxième, c'est de vous entendre et de savoir quels sont vous les outils, les techniques que vous avez déjà utilisés pour contrer l'un ou l'autre de ces dysfonctionnements, car je suis sûr que vous les avez tous déjà rencontrés au moins une fois dans vos différentes équipes, groupes, familles, clubs sportifs. Vous verrez, ça va vous parler, je l'espère. Et donc voilà. Donc comment ça va se passer aujourd'hui? Donc il y a une première partie où je vais parler un petit peu. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat, dans le Q&A plutôt ici. De temps en temps, je ferai un petit arrêt pour demander à Eric s'il y a des questions qui sont là et j'essaierai d'y répondre. De temps en temps, je les garderai pour la fin. Mais en tout cas, je ne veux pas parler pendant une demi-heure sans avoir de feedback de votre part. Par contre, moi, je ne verrai pas les questions. Donc, je relayerai à Eric. Je dirai, tiens, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, dès qu'il y a une question qui vient, vous la notez. Et si entre le moment où vous la posez et le moment où je fais une pause, elle a été répondue, n'hésitez pas également à aller dessus. Vous pouvez le marquer comme répondu à ce niveau-là. Ça va, donc voilà, profitons-en, amusons-nous bien. Donc je vais parler un petit peu, puis il y aura un petit workshop, j'essaierai de rendre ça interactif. Et donc voilà, c'est parti. Je vais partager un petit peu donc un PowerPoint, je vous promets, il n'y a pas beaucoup de pages. Et après, donc on travaillera ensemble sur les 5 dysfonctions d'une équipe.
Voilà. Donc, ben voilà, Eric m'a un peu présenté. Je travaille donc comme Scrum Master chez EVS, mais je suis avant tout celui du milieu d'une famille de 5 personnes. Je suis aussi grand amateur de basket que je pratique depuis presque 30 ans. Donc, ne vous fiez pas à mon visage. J'ai l'air bien plus jeune, mais ça fait presque 30 ans que je pratique le basket à tous les niveaux possibles et imaginables. Donc, des poussins, comme on appelait ça à l'époque, à 5-6 ans. Jusque maintenant, je joue toujours dans une équipe ici en division 3 nationale dans la région de Liège. J'ai également été professionnel à une époque, même si ma taille ne le prédestinait pas. Et donc, c'est pour ça que ça a toujours été un sujet très intéressant pour moi, les équipes, et quelque chose qui m'a toujours passionné, parce que j'ai été dans des équipes qui ont eu du succès, d'autres qui en ont pas eu du tout. Et ça m'a toujours essayé de savoir quels étaient les éléments qui pouvaient faire d'une équipe qui a du succès à une qui se ramasse complètement. Il y a quelques années, donc j'ai lu ce livre, donc je vais le remontrer une deuxième fois. Je vous enverrai le lien si vous voulez, qui est très connu et qui a mis en fait simplement des mots, des concepts, un modèle derrière des choses que j'avais déjà remarquées ou pas, mais en tout cas j'ai fait des liens avec beaucoup de choses que j'ai vécues, que ce soit dans le monde du sport, professionnel ou amateur, que ce soit dans les équipes que j'accompagne maintenant depuis quelques années. Chez EVS et dans d'autres boîtes où j'ai travaillé avant. Et donc, je veux aujourd'hui partager un petit peu ce retour d'expérience, ce modèle et discuter avec vous un petit peu de ce que vous avez déjà vécu. Donc, voilà. Alors, première chose, donc on voit peut-être ici dans mon titre, donc les 5 dysfonctions d'une équipe, les ingrédients d'une équipe performante. Déjà, on va s'attarder un petit peu là-dessus, donc pas trop longtemps. Donc, la différence entre un groupe, et donc ici, on voit un groupe de personnes qui est finalement des gens qui ont des objectifs un peu différents. Ils travaillent ensemble, ils vont réaliser quelque chose ensemble, mais chacun a son propre agenda. Dans ce film culte que vous connaissez sûrement, il y en a un qui est là pour draguer les filles, l'autre pour prendre de la drogue, le troisième parce qu'il a juste envie que ce soit fini. Mais en tout cas, voilà, c'est un groupe d'individus qui se retrouvent ensemble et qui n'a pas finalement vraiment d'objectif commun. On sait tous le chaos qui en a résulté, donc à la suite de ça. Donc vraiment, il y a peu ou pas de collaboration, même si parfois un groupe travaille sur des sujets semblables. Alors, une équipe, ici, je prends l'image que moi j'ai en tête quand je pense à une équipe. Et contrairement à un groupe, c'est vraiment un ensemble de gens qui sont là pour atteindre un objectif commun. Quels que soient leurs objectifs individuels, c'est toujours l'équipe, une vraie équipe, c'est celle où les objectifs communs passent avant les objectifs individuels. Et donc ici, je prends les All Blacks. Pourquoi ? Parce que dans les All Blacks, même ceux qui aiment bien le rugby, c'est très très difficile de pouvoir sortir un nom. Qui peut me dire un joueur qui joue pour les All Blacks ? À part John Alomou, évidemment, qui a eu sa propre pochette de jeu vidéo, et donc celui-là est facile à retenir. Mais là, c'est vraiment l'équipe en tant qu'identité qui vit à travers les décennies. Ils sont toujours aussi forts, ils sont toujours dans tous les grands tournois pour un petit pays. C'est vraiment les valeurs et l'identité qu'ils ont réussi à construire autour de cette équipe qui en fait leur force. Et c'est vraiment ça la grosse différence. Quand on parle d'équipe aussi, quelque chose que j'aime bien d'utiliser, c'est une notion de talent. C'est-à-dire que quand on fait une équipe, si on entasse les talents, ça en fait pas spécialement la meilleure équipe. Ça en fait une équipe où il y a du talent. Rien de plus, rien de moins. Et donc, si on prend une équipe de foot, par exemple, on va être un peu chauvin, on va dire qu'Eden Hazard, non, c'est peut-être pas un bon exemple, il n'est pas très en forme pour le moment, on va prendre Kevin De Bruyne, on va rester chauvin quand même. Si on a une équipe où il y a 10 Kevin De Bruyne, un des meilleurs joueurs du monde, ça ne nous garantit pas de gagner le match, ou de gagner la coupe, ou de gagner la Champions League. Parce que pour une équipe, il faut beaucoup plus que ça. Il faut de la complémentarité, il faut de la solidarité, il faut de l'entraide. Et c'est ce genre de choses auxquelles on doit vraiment réfléchir, que ce qu'on soit Scrum Master, manager ou simplement membre d'une équipe. C'est comment est-ce qu'on fait pour que on ait une équipe qui fonctionne et pas juste, OK, lui, il est vraiment bon, on va le prendre dans l'équipe. Peut-être qu'il sera bon dans l'équipe, peut-être pas. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le talent, que ce soit en sport, que ce soit dans les équipes, dans les entreprises. Vraiment faire ça. Il y a une citation que j'adore, je trouve qu'elle est mieux en anglais qu'en français, je vais quand même la dire en anglais, même si c'est une conférence en français. C'est « From a team of stars to a star team ». Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on passe d'une situation où on a une équipe avec des stars, avec du talent, avec des vedettes, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit l'équipe qui devient la vedette, que ce soit l'équipe en tant qu'identité qui prenne le dessus. C'est quelque chose de très difficile à réaliser, mais que je trouve qu'on peut vraiment s'appliquer à une équipe comme les All Blacks ou comme d'autres équipes qui ont réussi. Je me souviens en Angleterre, il y a 2 ou 3 ans, une équipe qui venait de monter de deuxième division qui a fini championne. J'ai oublié le nom. C'était vraiment grâce à leur passion, grâce à leur solidarité qu'ils ont réussi à déjouer tous les pronostics. Et c'est ça qui est très beau et que moi j'aime bien dans le sport, c'est que tout ce qu'on retrouve dans le sport, c'est la même chose qu'en entreprise.
sauf que c'est décuplé au centre. Tout est exacerbé, tout est multiplié, et donc c'est vraiment des bons exemples, je trouve, par rapport à ça. Donc voilà pour la différence entre un groupe et une équipe. Alors on parle d'équipe performante, alors là, ne me fustigez pas, la performance est très compliqué à mesurer. Je pense qu'on a déjà tous un petit peu connu, c'est très subjectif, bon, à part si on est dans une chaîne de production où on fait un certain nombre de pièces à la journée, on peut dire est-ce qu'on en fait plus, est-ce qu'on en fait moins. Mais dans tout ce qui est travail intellectuel, et notamment dans le développement software, c'est très compliqué d'identifier et de quantifier la performance d'une équipe. Ce qui est très important, en tout cas pour moi, c'est vraiment que les attentes soient claires, et c'est ça qui va permettre d'avoir des équipes performantes et de se situer dans la bonne équipe. Si moi, je veux aller jouer au Real de Madrid, mais que je veux m'entraîner 2 fois semaine, pas avoir trop de pression et boire ma bière après le match, je suis pas sûr que ça va bien se passer. Le niveau de performance attendu par une équipe comme le Real de Madrid ne correspondra pas avec moi mes envies. Et donc ça, c'est très important, j'en parlerai encore plus tard, que les attentes soient claires dès le début pour que les objectifs soient effectivement en alignement entre les individus des équipes et le groupe entier. Donc voilà pour un petit peu l'intro. Au niveau de la performance, il y a quand même un petit truc intéressant que je voulais partager avec vous, qu'on a eu il n'y a pas longtemps dans une formation avec Mentalifit, qui parlait des différents niveaux de performance. Alors bien sûr, il y a le niveau, je veux dire, de base, qui est l'efficacité. Alors l'efficacité, c'est quoi? C'est on atteint les résultats. On atteint des résultats, donc on gagne le match, par exemple, on délivre notre produit, on vend quelque chose, donc ça, on atteint les résultats. Alors, parfois, c'est compliqué, hein, parfois, on a mis beaucoup d'efforts, parfois, on a dû faire des compromis à certaines choses, mais on a atteint les résultats. Heureusement pour nous, c'est pas la finalité. Il y a mieux que l'efficacité. Il y a ce qu'on va appeler l'efficience. Alors, l'efficience, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est quoi? C'est les mêmes résultats, c'est pas des meilleurs résultats. On pourrait jouer sur les mots, mais c'est pas les mêmes résultats. On a tel même résultat, on a gagné le match, on a livré un produit, on a vendu un service, que sais-je, mais surtout on a dépensé moins d'énergie, on a passé moins de temps et moins de budget. C'est ce qu'on représente ici avec les petites barres rouges, où finalement, c'est toutes les pertes d'énergie inutiles. Il y a de l'énergie qu'on est obligé de dépenser. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des choses à régler. Mais tout ce qui est inutile, et c'est à ça qu'on doit vraiment essayer de s'attarder si on veut tendre vers l'efficience. Pour tous ceux d'entre vous qui sont dans le monde agile, et je pense qu'on est la plupart, c'est vraiment ça. C'est le mindset d'amélioration continue. C'est vraiment le mindset lean. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Qu'est-ce qu'on peut adapter? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour finalement atteindre les mêmes résultats en dépensant moins d'énergie, moins de temps, moins de budget. Il y a un exemple dans le monde du sport que j'aime bien et qui m'a beaucoup marqué aussi quand je l'ai découvert. C'est dans le tennis. Je sais bien, c'est pas un sport d'équipe, mais soit. C'est vraiment pour démontrer c'est quoi la différence entre l'efficacité et l'efficience. Il y a quelques années, donc il y a une dizaine d'années, je crois que c'était à Wimbledon en 2010, il y a eu le match le plus long de l'histoire. Donc c'était John Isner et Nicolas Mahut. Donc le match a duré 11 heures 5 minutes. Donc ceux qui connaissent le tennis, un set, c'est premier à 6 ou à 7 pour qu'il y ait 2 jeux d'écart. Sauf dans le 5e set, où il n'y a pas de limite, il faut juste qu'il y ait 2 jeux d'écart. Donc eux, le match s'est terminé non pas à 7-5 ou à 13-11, il s'est terminé à 70 à 68. Donc vous imaginez la longueur du match, quoi. Rien que le dernier set s'est joué sur 2 jours différents, quoi. Donc il y a eu 3 jours d'affilée pour terminer ce match-là. Au finish, John Isner a gagné. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il a été efficace? Oui. Il a gagné. Son résultat est atteint, il passe au 2e tour. Donc, premier tour, il se tape 11 heures sur le terrain, génial. Il est content, il a gagné. Il a été efficace. Nous aussi, des fois, on est content, on a terminé notre sprint, on a livré un produit, on a été efficace. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, sur le lendemain, il monte sur le court, sur le 2e tour. 2e record du monde. Match le plus court de l'histoire du tennis. Il monte sur le terrain, il joue 5 minutes, il abandonne, il est lessivé, il est blessé, il ne sait plus mettre un pied devant l'autre. Donc là, on parle vraiment de l'efficience, c'est ça, c'est d'être capable quand même de réussir à atteindre les résultats qu'on souhaite avec un minimum d'effort. C'est grâce à ça qu'on pourra pouvoir durer dans le temps. Et alors, il y a encore mieux que l'efficience. L'excellence. Alors, l'excellence, c'est quoi? C'est l'efficience durable. C'est quand même ce vers quoi on tend. En tout cas, avec l'agilité, quand on parle de Scrum, on parle de sustainable pace, donc de vitesse de croisière qui devrait être théoriquement indéfiniment renouvelable.
Or, c'est difficile d'atteindre l'excellence, clairement. Déjà, si on pouvait tendre vers l'efficience, je pense que dans la plupart des équipes, on en serait bien content. Mais donc, ça montre vraiment qu'il y a toujours une amélioration possible. Et une fois qu'on est efficient, comment est-ce qu'on fait pour l'être régulièrement? Si on prend la métaphore du tennis, ben, efficacité, il y a plein de joueurs qui arrivent à gagner quelques matchs, à gagner de temps en temps un tournoi. Quand on va être efficient, c'est peut-être quelques joueurs qui ont gagné un ou deux tournois du Grand Chelem. Marat Safin, à l'époque, qui, de temps en temps, quand il était dans son pic de forme, il gagnait tous ses matchs, et puis il allait en finale, il gagnait parfois les finales. Puis l'excellence, ben là, on va avoir du Roger Federer, qui est tout le temps au top, qui tout le temps va pas passer une minute de plus que ça sur le coup. Raphaël Nadal, quand il va à Roland-Garros, son but, c'est pas de gagner le match. En tout cas, au premier, au deuxième, au troisième tour. C'est de le gagner en perdant le minimum de jeu, en passant le minimum de temps sur le terrain, d'être efficient, de gagner, et l'année suivante, de refaire la même chose, d'être durable dans l'effort qu'on fait. Donc, c'est vraiment un mindset est une chose très difficile à atteindre, mais qu'il faut avoir en tête, parce qu'il faut viser la lune, probablement, pour essayer déjà d'atteindre ce qui est en dessous les étoiles et l'efficience, etc. Donc voilà un petit truc que je voulais partager avec vous, donc qui est pas mal et qui je trouve fonctionne pas mal dans les équipes, qui permet de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on fait, c'est quoi ces barres rouges, comment est-ce qu'on fait pour les adresser et ce genre de choses. Ok. Donc ça c'était le première chose que je voulais partager avec vous. Maintenant on va faire un tout petit sondage. Hop. Je vais vous présenter un petit outil donc qui est assez facile à utiliser qui s'appelle Mentimeter. Et donc, on va vraiment rentrer dans la partie sur les 5 dysfonctions d'une équipe. Donc, avant de moi vous dire lesquelles elles sont, je vais vous demander si pour vous, vous savez c'est quoi. Donc, vous allez essayer de deviner. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. On va prendre un petit peu votre avis de ce côté-là. Ok, je vais préparer. Donc, vous pouvez déjà prendre soit dans une autre page de votre browser, soit sur votre tablette, soit sur votre téléphone, ça fonctionne aussi. Vous pouvez aller sur le site www.menti.com et alors je vais afficher tout de suite le code que vous devez taper pour y arriver. Si je m'y retrouve, hop. Voilà. Donc, normalement, vous voyez ici mon écran. Donc ici, vous pouvez simplement rentrer. Vous pouvez rentrer jusqu'à 5 propositions. Donc, essayez de deviner les 5 dysfonctions d'une équipe selon vous. Et alors, ça s'affichera directement à l'écran. Une fois que vous avez rentré les 5, c'est maximum 25 caractères. Donc, essayez de rester relativement court en quelques mots à chaque fois. Et puis, vous pouvez valider en dessous et tout s'affichera ici à l'écran. Merci Emmanuel pour le lien. C'est super. Donc, vous pouvez simplement rentrer le code que vous voyez donc à l'écran qui est 12 48 52 0. Et là, vous devriez arriver donc, sur l'interface pour pouvoir rentrer les infos. Donc, je vois qu'on est 28 aujourd'hui de la session, mais quelques event managers ou moi-même en moins, donc je vois que ça monte, 10. On va laisser encore une petite minute et puis on va clôturer le vote. Je vois que la communication a été mise plusieurs fois, qui se met en plus grand au mieux, donc un peu des infos par rapport à ce que vous voyez. Rivalité, manque de respect. Product owner non existant. Je ne suis pas sûr que Lenchoni va y penser, mais c'est effectivement une belle dysfonction.
Je vais donner 30 secondes pour terminer pour les derniers. Et puis, vous recevrez évidemment, donc, si Eric peut m'envoyer après tous les mails, je vous enverrai donc le PowerPoint et les inputs de ce qu'on aura fait ici ensemble. Donc, comme ça, vous aurez toutes les infos. Okay, encore une petite dizaine de secondes. Je vois 23. Bah, merci à beaucoup qui participent, c'est top. Ok, super, 24. Donc on voit donc les plus grosses choses qui rentrent, c'est communication, manque de communication, tout ce qui est lié à la confiance, manque d'engagement. Donc il y a beaucoup de choses qui vont évidemment se retrouver donc dans la présentation que je vais vous faire ici. Ok, super. Donc, je vais revenir un petit peu à mon PowerPoint. Et puis alors, on va vraiment travailler ensemble sur justement les dysfonctions d'après l'engineering. Alors, cet homme, je vois effectivement dans le chat qu'il y a déjà des débats sur efficience, efficacité. Évidemment, tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ma vision. J'ai pas la prétention de dire que ce que je dis est vrai ou est une vérité absolue, mais c'est ça aussi qui est beau, c'est les discussions et les différents avis. Donc moi, je vais vous présenter également les 5 dysfonctions selon ma vue, selon ce que ça représente pour moi, et à chacun d'en faire sa propre interprétation de ce côté-là. Ça vous va? Alors, je vais continuer ma présentation donc maintenant avec le PowerPoint, et puis on pourra passer. Voilà. Alors la pyramide de Lencioni, donc en fait les 5 dysfonctions, lui il reprend sous forme de pyramide avec un ordre, on va dire croissant, c'est-à-dire que la base, comme souvent dans les pyramides, est vraiment le problème qui peut bloquer les autres, et plus on monte, plus on se rend compte que plus on est en haut, plus le problème est une conséquence des problèmes plus bas. Donc on va commencer par la base de la pyramide, qui est finalement le manque de confiance, comme vous l'avez mis pas mal dans le sondage. Et en fait Lencioni, il utilise un truc assez intéressant pour parler de la confiance. Il dit qu'en fait, quand il n'y a pas de confiance, on a peur de montrer sa vulnérabilité. C'est-à-dire que quand on n'a pas confiance en les autres, on a peur de montrer ses échecs, de dire en quoi on est bon, de dire en quoi on n'est pas bon. On a tendance à cacher les choses. Et ça, c'est déjà un premier problème, quoi. Donc, dans l'autre sens, premier ingrédient, si on va parler des ingrédients d'une équipe performante, c'est justement d'avoir confiance. D'avoir une équipe où la confiance est là, on a le droit de faire des erreurs, on montre ses erreurs, on discute, on dit quand on n'est pas bon. Et donc ça, c'est très important. Par rapport à ça, j'ai 2 exemples moi, qui me parlent fort en termes de confiance. Et il y a surtout un dicton que je ne supporte pas, c'est quand on dit que la confiance, ça se mérite. Ça ne se donne pas, ça se mérite. Je trouve que c'est très très faux, comme c'est seulement quelque chose qui est une croyance très dure, très forte qu'on a dans notre société. Et pour moi, c'est l'inverse. La confiance, ça se donne. Ça se donne. Et je pense que si on ne donne pas sa confiance, on dit ah ça doit se mériter, et qu'on pense de quelqu'un et qu'on lui dit ouais mais tu dois mériter ma confiance ou je ne te fais pas confiance, qu'est-ce qui va se passer? Il sera pas digne de confiance. C'est un petit peu le self-fulfilling prophecy, comme disent les anglophones, donc la profession qui s'auto-réalise. Ben, quand on dit à quelqu'un qu'il est mauvais, il va finir par être mauvais. Si on dit à quelqu'un qu'il est bête, il va finir par être bête. C'est un petit peu ce côté-là. Et donc moi, c'est un message que je donne souvent aux managers et aux différentes personnes, groupes à qui je coach, à qui je communique dans la société, c'est faites confiance et apprenez aux gens comment ils peuvent vous rendre cette confiance, comment est-ce qu'ils peuvent le faire, quoi. Et un exemple que moi j'ai très fort, moi je vous l'ai dit, j'adore le basket, c'était les Bulls, c'était l'époque de ma jeunesse avec Michael Jordan, donc meilleur joueur de tous les temps. Je vais pas vous faire les jeunes vont dire que c'est LeBron James, ça je vais pas vous faire un dessin. En fait, il a gagné 6 titres, et dans ces titres, il y en a 2 qu'il a gagné parce qu'il a fait confiance à un joueur moins talentueux que lui. Et pas une star, pas ceux que vous pourriez connaître pour le télécollecteur de basket, pas Scottie Pippen, pas des Rodman, des joueurs que personne ne connaît. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 fois, à des moments de sa carrière en finale NBA, donc il parle de finale du championnat du monde, mais en fait, ça reste uniquement aux États-Unis, même si c'est les plus forts. Il a fait, donc, dans l'action décisive, plutôt que de prendre le dernier shot, alors que c'est le meilleur attaquant de tous les temps de ce sport, il a fait la passe à un autre joueur de son équipe, bien moins réputé, beaucoup moins de talent que lui, mieux placé sur le moment, et à chaque fois, la personne a marqué. Et donc, comme ça, ils ont gagné des titres sur des shots de la dernière seconde, parce qu'il a fait confiance. Dans les équipes, j'ai pas l'impression de retrouver spécialement ça dans les sociétés, dans les équipes. Où souvent, quand tu as des tâches critiques, avec de la pression, avec des gros enjeux,
qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va toujours aller vers les mêmes personnes. On va toujours aller vers le leader, vers le manager, vers la top star de l'équipe. Et donc, finalement, les autres, on va les laisser de côté et on va pas leur faire confiance. Ce qui fait que le jour où ils devront faire l'action décisive, le surplus, l'extra mile, ben, ils seront peut-être pas, parce qu'ils ont jamais eu l'occasion de le faire. Et donc ça, c'est par exemple, c'est dire, voilà, faites confiance aux joueurs des équipes, même ceux qui sont un peu moins talentueux, même ceux qui semblent un peu plus fragiles, c'est super important pour justement, parce qu'un jour, on a besoin de tout le monde dans une équipe, et c'est comme ça qu'on en fera une équipe. Et deuxième exemple, ça c'est de mon expérience personnelle, où quand j'avais une quinzaine d'années, donc j'étais encore un gamin, donc il y a 20 ans de ça, et j'étais dans une équipe nationale donc de jeunes, donc moins de 16 ans. Et je me souviens toujours, on s'entraînait donc dans un centre ADEP, c'est le centre Blozo, côté néerlandophone. Et donc je me retrouve donc dans une équipe avec des néerlandophones, des francophones. Il y avait deux coachs assez sévères, bon, c'était un peu à l'ancienne. Et je me souviens donc un entraînement, c'est le début de la préparation, au mois de juillet. On doit faire une action, et à un moment donné, dans l'action, il y a un enchaînement de choses, où à un moment donné, je dois faire la passe à mon pivot. Les pivots au basket, c'est toujours les grands castards près de l'anneau, etc. Et donc, je dois aller faire la passe à ce moment-là. Et donc, je fais l'action une première fois. Il ne me regarde pas, donc je ne lui fais pas la balle, je ne lui fais pas la passe. Je passe à quelqu'un qui est ailleurs, etc. L'action se passe. Deuxième fois, pareil, je dis, je le regarde, il ne me regarde pas, tant pis, je garde la balle, je lui fais la passe. Après la troisième fois, le coach arrête l'entraînement, il vient me trouver, donc les autres vont couler, il me dit, écoute, pourquoi tu ne fais pas la balle? Ben, je dis, il ne regarde pas. Donc, si je lui fais la passe, il ne l'attrapera pas. Il me dit, écoute, la prochaine fois, qu'il regarde ou pas, tu lui envoies la balle dans la tronche. Tu lui fais la passe, tant pis s'il ne l'attrape pas. Bon, je me dis, ok, je suis un bon soldat, je vais obéir à ce que le coach me demande. Action suivante, rebelote, je fais le truc. Il ne me regarde pas, je fais la passe, et il se prend la balle en pleine tronche. Et vous croyez qu'il allait l'attraper et que j'aurais dû faire confiance dès le début? Ben non. Donc, il la prend en pleine tronche, donc moi, je me sens mal. Je vais aller m'excuser, le coach m'empêche. Non, il n'avait qu'à regarder, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Mais derrière ça, je vous le donne en 1000, les 5, les 10, les 100 actions suivantes où on s'est retrouvé dans la même situation, le gars, il était bien placé, il a regardé, il a récupéré la balle, il a marqué. Et on a été cette année-là au championnat d'Europe, et on a marqué un nombre de paniers vraiment très important là-dessus, où le gars était un des meilleurs joueurs, il est ceci. Et donc la moralité, c'est que même si finalement, la première fois, on a perdu la balle, parce que le gars l'a pas attrapé, il a pris dans la tronche, etc. Grâce à ça, il a été capable de le faire mieux par après, et ça nous a apporté quelque chose, quoi. Et donc, moralité, si on regarde dans le CST, c'est même si une personne n'est pas prête à recevoir un feedback ou à faire certaines activités, il faut quand même leur donner cette chance. Car ça va les aider plus tard. Peut-être que sur le moment, on va se prendre le mur. Et je sais que dans les entreprises d'aujourd'hui, on a peur de se prendre le mur. Mais parfois, il faut se prendre le mur pour aller plus loin après, quoi. Et si on ne donne pas cette confiance, elle ne se créera pas par elle-même. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la confiance, ça se mérite. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase-là. Donc voilà pour le premier pilier qui est vraiment le manque de confiance. C'est quelque chose qu'il faut vraiment réussir à amener dans les équipes entre les différents intervenants. Le deuxième palier de la pyramide, donc c'est la peur de la confrontation, la peur du conflit. C'est un peu lié. Si on n'a pas confiance, ben on ne va pas spécialement oser dire son avis ou aller contre l'avis de quelqu'un d'autre. Et alors, moi, j'aime bien la métaphore qu'il prend. Il dit, bah, moi, une équipe, moi, quand j'ai des gens qui viennent me trouver, des Scrum Masters, oh, dans mon équipe, c'est génial, personne se dispute, les meetings, c'est super, on prend des décisions super rapidement, il n'y a aucun problème. Je me dis, moi, ça me fait tiquer. Je lui dis, moi, ça me ferait peur, une équipe comme ça. Il n'y a pas de problème où les gens n'osent pas parler des problèmes. Et ça, c'est fort lié à l'environnement, à la confiance qu'ils ont les uns les autres. Ils veulent juste que ça évite. Ok, bon, ouais, là, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais c'est bon, j'ai rien à dire, sinon le meeting va dépasser de 10 minutes, ça ne sert à rien. Et donc, il y a vraiment cette espèce d'harmonie artificielle qui se crée autour de l'équipe, ou qui peut se créer autour de l'équipe, parce que les gens ont peur de se confronter. Après, quand je dis confrontation, le but n'est pas de se mettre sur la gueule, ou de se battre, ou d'avoir des affrontements physiques, mais c'est de dire ce qu'on pense, c'est de pas avoir peur de dire ce qu'on pense, de ne pas être d'accord. Alors là où, la semaine passée au Sulagis, c'était très intéressant lors de l'interview collective, il y avait quelqu'un qui a posé la question, oui, mais le consensus, c'est pas toujours la bonne solution. Tout à fait, ce n'est pas la bonne solution. Et quand on a une confrontation, le but n'est pas de, ah, mais toi tu penses A, moi je pense B, on va trouver une solution C. On va peut-être quand même aller avec la solution A, on va peut-être aller avec la solution C, mais au moins tout le monde se sera fait entendre, et quand on va avancer vers une des solutions, tout le monde va être engagé, tout le monde va aller dedans. Donc voilà un truc que je trouvais important par rapport à la confrontation.
Et personnellement, c'est une des équipes dans laquelle j'ai eu le plus de succès en termes de basket. Et je l'ai compris quand j'ai lu le livre de Lencioni. C'est justement une équipe où il y avait énormément de conflits. Après, au basket, tout est amplifié. Dans le sport, tout est amplifié. Ça en venait presque parfois aux mains, et notamment entre deux joueurs qui voulaient absolument gagner tous les entraînements, tous les matchs, tous les concours de shot. Mais c'était pareil le week-end. Quand ils montaient ensemble sur le terrain, ils étaient injouables. Ils se relevaient l'autre, ils se battaient les uns pour l'autre, ils étaient solidaires. Et à l'entraînement, ça ne les empêchait pas de se rentrer dedans et parfois d'avoir effectivement des mots et de partir fâchés, etc. Mais l'important, c'est pas effectivement, c'est bien si on peut travailler avec des amis, mais c'est surtout faire le job qu'on doit faire en n'ayant pas peur de dire les choses d'une façon correcte. Évidemment, là, ça va parfois un peu dégérer. Mais au finish, c'est l'année où on a les meilleurs résultats. Parce qu'effectivement, les gens voulaient absolument gagner, les gens étaient engagés, ils avaient confiance, ils n'avaient pas peur de la confrontation. Et une fois que c'est fini, c'est fini. On passe à autre chose, il n'y a rien de personnel. On ne juge pas une personne, on juge quelque chose qui s'est passé, des faits, un comportement, n'importe quoi, on ne juge pas la personne. Donc ça, c'est le deuxième niveau, vraiment l'harmonie artificielle et arriver donc à générer des conflits sains, des conflits constructifs. N'hésitez pas donc à nouveau ici quand j'aurai fini la pyramide, on regardera s'il y a des questions. Si vous avez des questions, mettez-les déjà dans le Q&A et donc je verrai avec Eric s'il y a 2-3 questions qu'on peut prendre dans la fin de cette partie. Alors, le troisième, c'est une conséquence un peu de tout ça, c'est l'absence d'engagement. L'ambiguïté et le manque de soutien des décisions qu'on va prendre. Évidemment, si moi je pensais B mais que je ne l'ai même pas dit quand on a pris la décision et que finalement on était avec un, je ne me sens pas spécialement engagé par rapport à ça. C'est le fameux commitment que si cher à certains managers qui viennent de l'anglais. Okay, comment est-ce qu'on fait pour engager les gens? Moi, j'ai envie de dire, si on regarde la pyramide, il faut commencer par en bas. Commençons par la confiance, commençons par avoir des conflits sains. Et peut-être que l'engagement, il viendra naturellement. Et donc, effectivement, c'est vraiment important d'avoir des gens qui sont engagés, des gens qui croient en ce qu'ils font, des gens qui ont une vision, qui ont pu participer à la définition des objectifs, participer à la façon dont l'équipe va fonctionner, au cadre de travail. Et un exercice que j'adore pour ça, c'est un exercice autour des attentes mutuelles. Si je veux être engagé, c'est bien que je sache ce qu'on attend de moi, mais c'est bien que je sache ce que moi j'attends des autres pour réaliser mon travail. Qu'est-ce que j'ai besoin de mon Scrum Master? Qu'est-ce que j'ai besoin de mon Product Owner? Qu'est-ce que mon Product Owner a besoin de moi en termes d'engagement? Est-ce qu'il veut que je donne mon avis sur les specs? Est-ce qu'il veut ceci? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et comment est-ce qu'on fait en sorte de s'aligner sur comment est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres à atteindre ce qu'on doit faire en tant qu'équipe? Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'une fois qu'une personne a des attentes claires vis-à-vis de lui et lui a exprimé ses attentes et que les gens se mettent d'accord là-dessus, on va être engagé parce qu'on a participé au processus de définition de qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre les uns des autres. Donc à travers ces attentes mutuelles finalement qu'on peut avoir. Si je prends un exemple que moi j'ai vécu il y a quelques années, donc quand j'ai arrêté d'être professionnel au basket, je viens jouer dans une équipe amateur. Pour moi, l'engagement, qu'est-ce que c'était pour moi? Pour moi, c'est d'être à tous les entraînements, de faire des exercices avant, de rester shotter une demi-heure après l'entraînement, pas boire d'alcool avant les matchs, faire ce genre de choses. Et à côté, j'avais dans mon équipe peut-être un coéquipier, peut-être 35 ans, c'est moi maintenant, qui lui, pour lui, l'engagement, c'est d'arriver à être présent les 2 fois par semaine, pas trop en retard, d'être présent au match, de donner des conseils aux jeunes. Et à ce moment-là, je ne le comprenais pas. Parce que pour moi, non, l'engagement, c'est d'être à 100%. Et lui, c'est peut-être le maximum d'engagement qu'il est capable de fournir. Avec 2 enfants, avec un boulot, avec plein de choses, etc. Et si, à un moment donné, on n'a pas ce forum de discussion qui permet de comprendre finalement pourquoi l'engagement d'une personne ou de l'autre va être considéré comme mieux, alors peut-être que lui, son niveau d'engagement demande peut-être beaucoup plus de concessions, beaucoup plus d'énergie que le mien à l'époque. Et donc ça, c'est important effectivement de parler de ça, de voir que et c'est tout à fait ok qu'ils viennent que 2 fois. En tout cas, je suis content parce que maintenant, moi, je m'entraîne plus que 2 fois. Avec mes jeunes collègues qui, eux, s'entraînent parfois 3 fois, parfois 2, mais c'est clair dès le début et ils savent les raisons de pourquoi c'est comme ça. Et donc ça, c'est vraiment important d'enlever l'ambiguïté et de communiquer et de dire effectivement ce qu'on est capable ou pas de faire, ce à quoi on s'engage. Et une fois que c'est accepté, on a vraiment envie d'atteindre ça. J'ai vraiment envie d'être là à mes 2 entraînements. J'ai vraiment envie d'aider les jeunes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important au niveau de l'engagement. On va en arriver donc au 4e pilier de la pyramide, qui est
la déresponsabilisation ou l'évitement des responsabilités. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est lié à la fuite, à la complaisance. Je trouve que c'est pas facile à traduire en français parce qu'on parle plus d'accountability, le fait vraiment de prendre la responsabilité de quelque chose. Et ça fait à nouveau, à chaque fois je vais le répéter, ça dépend de ce qu'il y a en dessous de la pyramide. Si je suis engagé, si j'ai pris une décision, si je suis d'accord avec une décision, si j'ai un pouvoir de décision, je vais accepter de prendre les responsabilités qui vont avec. Et je vais arrêter peut-être de me cacher, sur la décision du PO, il a dit qu'on délivrerait ça, on n'a pas délivré. Moi, c'est pas mon problème. Et donc, c'est ça qui est très important, c'est d'arriver à avoir cette responsabilisation. Moi, j'ai envie de dire partagée. Je sais bien qu'il y en a qui disent, ouais, mais si tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Oui, je l'ai déjà vu dans plein d'équipes, évidemment. Mais je pense qu'en fait, quand on parle de l'équipe responsable, et c'est difficile à atteindre, l'équipe va se sentir responsable uniquement si elle est engagée, s'il y a des confrontations pour les décisions, s'il y a confiance entre eux. Un truc qui m'énerve le plus, et vous l'avez sans doute déjà vécu pour ceux qui ont fait du Scrum, c'est on vient au Daily Scrum, au Daily Stand-up, donc la réunion journalière, on parle de ce qu'on a fait pour atteindre l'objectif, qu'est-ce qu'on va faire d'ici la prochaine fois, est-ce qu'il y a des blocages, ce genre de choses. Et puis, il y a un gars, Bob, qui arrive, et lui, il parle de trucs qui n'ont rien à voir. Ah, hier, j'ai fait ça, demain, je vais faire ça, et qui ne sont pas en lien ni avec l'objectif d'équipe, ni même avec quelque chose qu'on aurait mis dans le sprint. Et en gros, personne ne sait trop de quoi il parle, et tu as tous les yeux qui se tournent vers moi, en tant que Scrum Master, et qui s'attendent à ce que je dise, mais enfin, Bob, qu'est-ce que tu fous, est-ce que tu as vu avec le PO, etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, la comptabilité. La comptabilité, c'est pas le Scrum Master qui fait respecter des règles en jouant un peu au casse-couille de service. C'est le développeur à côté de Bob qui dit, Bob, je suis pas d'accord, on va définir ça comme objectif. En faisant ce que tu fais, tu mets notre objectif en péril. Et n'importe qui dans l'équipe, d'ailleurs, le Daily Scrum, le Scrum Master, déjà, n'est pas obligatoire d'y être, le PO encore moins. Et s'ils sont là, c'est plus en tant qu'observateur pour récolter des blocages. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, d'hyper important, d'hyper difficile à obtenir. C'est que sur base de décisions, les gens prennent la responsabilité, mais aussi de se dire les choses. Et on en revient à la confrontation. Si, je sais pas moi, Jack a peur de dire à Bob, mais Bob, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, il n'a pas confiance en lui et qu'il n'aime pas la confrontation, ça n'aidera pas le truc. Alors, potentiellement, que Bob va peut-être dire, ah bah oui, c'est vrai, j'avais perdu de vue l'objectif de sprint, ou il va peut-être être de mauvaise foi, mais au moins, on s'en sent responsable et tout le monde est responsabilisé et pas le PO responsable du scope, le Scrum Master responsable du process et les devs de la qualité. C'est pas comme ça qu'on obtient une équipe performante, en tout cas selon moi. On en arrive finalement à la pointe de la pyramide, donc comme vous l'avez compris, qui repose un peu sur tout ce qu'il y a en dessous, c'est pour ça que c'est de plus en plus petit. Et là, on va parler des résultats. Donc l'inattention aux résultats. Et là, les gros problèmes, c'est tout ce qui est lié à des statuts, à l'ego. Et en fait, c'est souvent une conséquence d'un échelon plus bas. Alors, quand on parle des résultats, il peut y avoir des gens qui sont très, très orientés résultats, mais est-ce qu'ils sont orientés sur les résultats communs, sur les résultats de l'équipe ou sur leurs propres résultats? Et dans notre société, dans nos entreprises, on retrouve souvent une culture de l'individu au détriment de la culture d'équipe. Parfois, il y a les deux, parfois, ça c'est façon plus ou moins efficace. Il suffit de regarder les procédures d'évaluation. Combien d'entreprises aujourd'hui font toujours des évaluations par personne? Et je dis pas qu'il faut pas faire ça, sans tenir compte du tout de l'équipe ou de l'environnement. Et donc, dans les objectifs, on définit les objectifs d'équipe ou d'entreprise, et puis de département, et puis d'équipe, et puis de personnes. Et ce qui est très bien. Moi, j'adore avoir les objectifs annuels. Ça permet aux gens de progresser, de sortir de la zone de confort, d'apprendre des nouvelles choses. Mais il faut que ceux-ci soient quand même liés aux résultats de la société, et du département, et de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un objectif d'équipe qui va dans un sens, et j'ai l'objectif annuel dans un autre, et qu'à un moment donné, j'ai le temps d'en faire un des deux. À partir du moment où je suis récompensé sur les objectifs individuels que j'ai réalisés, c'est à ce moment-là qu'il y a conflit. Et donc, c'est ça qui est très important, c'est d'avoir vraiment des objectifs clairs et priorisés, sans en avoir 10, si possible. C'est toute la question de focus qu'on peut avoir là derrière. Et ensuite, c'est d'avoir effectivement des objectifs individuels qui sont en accord avec cet objectif commun. Et donc ça, c'est vraiment la pointe de la pyramide de Lencioni et un petit peu toute la théorie qu'il a derrière, qu'il voit à travers le livre et comment il peut surmonter ces différents dysfonctionnements. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai parlé un peu beaucoup. Je vais couper le partage d'écran parce que c'est bon comme ça. Et revenir vers vous. Ok.
Est-ce qu'il y a, maintenant je le vois, mais est-ce qu'il y a des questions peut-être? Je vois qu'il y en a pas mal. Eric, je vais peut-être te laisser me voir un peu quelles questions je peux essayer de répondre maintenant et comment est-ce qu'on avance. Écoute, il y en a deux qui ont eu 4 votes. Il y en a un avec un petit sourire à la fin. Et comme tu parles beaucoup, je pense pas que c'est toi qui parlais, mais la question était est-ce que la communication non violente est compatible avec la confrontation? Et c'était vous avez 1 heure, plus en mode le prof qui donne une dissertation à ses élèves. Voilà, je te D'accord. laisse essayer de répondre en moins d'1 heure. Merci Frédéric. Bref, pour moi, la réponse, elle est simple en fait. C'est oui, elle est même encouragée. C'est-à-dire que si on veut aller dans des modèles où on pousse les gens à confronter leurs idées, la communication non violente est un élément clé. Ça ou d'autres techniques. Et pour être honnête, chez EVS, on a quelqu'un qui fait des workshops là-dessus. Et dans les équipes où il y a des conflits, c'est bien de les ouvrir l'esprit sur comment avoir des conflits sains, comment communiquer clairement une frustration sans juger la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en partant de fait, en partant de ses sentiments, de ses émotions, etc. Donc oui, c'est tout à fait compatible. Donc je ne vais pas prendre 1 heure, mais effectivement, on pourrait parler longtemps de la communication non violente à l'occasion. Ok, très bien pour celle-là. Alors, il y en a une deuxième qui remonte à la dernière minute. Est-ce qu'il faut souffrir pour apprendre? Je ne suis pas sûr de voir le lien direct, mais c'est toi qui dois le voir, donc je te laisse décider si c'est suffisant ou si tu veux que Alexandre vienne se mettre sur la scène pour nous expliquer sa question. Non, je pense qu'on prend sa question. Elle n'est pas facile à répondre. Je pense que ça dépend des gens. Je pense que parfois l'échec, et j'aime bien ce que disent les anglophones, donc fail, c'est first attempt in learning, premier essai pour apprendre. Et donc, dans fail, ça veut dire quand même qu'il y a eu un échec, donc c'est une certaine souffrance. C'est beau, est-ce que je dis. Mais donc oui, je pense que pas nécessairement, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de souffrir si on veut apprendre. Ça, c'est clair. Je pense que si on a peur de souffrir, on n'avance pas. Si on a peur de faire des erreurs, on n'avance pas. Et donc, celui qui a peur, il va juste essayer de ne pas faire des erreurs plutôt que de s'améliorer, même si probablement qu'il y a moyen d'apprendre autrement. Mais des fois, c'est des choses qui arrivent et je pense qu'il faut simplement pas en avoir peur, en tout cas, que ça fait partie de la vie et de l'évolution. Alors, il y en a une autre qui monte en flèche. Comment instaurer une confiance d'équipe quand des membres n'ont pas confiance en eux-mêmes? C'est une bonne question. À nouveau, je pense pas être mieux placé que vous pour y répondre. C'est difficile. Dans les équipes, il y a tout. On sait qu'il y a des introvertis, des extravertis, des gens qui ont confiance, il y a des gens qui ont une grande gueule, on va dire aussi. Donc ça dépend un petit peu de ce qu'on a. Après, c'est parfois ceux qui ont une grande gueule qui n'ont pas confiance en eux. Ce qui est important, en tout cas, quand on coach des équipes, en tant que Scrum Master, en tant que coach agile, en tant que manager ou quoi que ce soit, c'est de faire attention à essayer de donner un temps de parole et de trouver des moyens pour que les gens qui ont moins confiance en eux puissent s'exprimer, peut-être de façon différente. Il y a des gens qui ont des techniques d'expression, qui n'aiment pas parler devant tout le groupe. Il faut trouver peut-être un moyen pour qu'eux puissent s'exprimer aussi. C'est pour ça que notamment nous utilisons pas mal d'outils comme celui qu'on a dit tout à l'heure, Mentimeter ou ce genre de choses, qui permettent aux gens de donner leur avis, de donner leur input, entre guillemets, un peu caché de le clavier. C'est qu'une première étape, parce que finalement, le but, c'est que les gens osent se dire les choses en face, ça a quand même plus de points. Mais j'ai pas de réponse et honnêtement, je suis pas spécialiste là-dedans. J'espère que vous aurez des éléments de réponse dans la deuxième partie de l'atelier. Alors moi, j'ai pas d'élément de réponse, mais ça me fait penser à quelque chose dont j'ai discuté il y a pas longtemps, et comme c'était dans un milieu, Eric, on a un drôle de son là. donc je recommence, peut-être en parlant plus calmement pour voir si c'est mieux. Est-ce que je suis compréhensible? Je sais pas si pour les autres c'est pareil, mais moi j'ai un sifflement. Mais bon. Bon, c'est pas grave, j'essaierai plus tard. Pas de souci, je ne vois pas bien d'où il peut venir. Tout m'a l'air normal ici. J'ai toujours compris ça. Est-ce que là c'est mieux? Ou c'est toujours pareil? Ok, je propose peut-être d'avancer. Donc ici on est à la moitié de. Il n'y a pas de. Voilà. Je sais pas si pour vous c'était pareil, mais ouais, je vois son à peine perceptible. Donc, voilà. Donc ici maintenant, moi, donc ce que j'aimerais bien faire, c'est donc première partie du workshop, je vais mettre dans le chat un petit document. Donc
C'est un petit document, c'est juste un PDF, donc vous pouvez le télécharger à votre aise. Donc si quelqu'un peut juste peut-être faire le test de le télécharger et me confirmer que ça fonctionne. Et je vais partager mon écran juste pour le voir. OK. Donc, ce petit document, je vais peut-être le partager juste pour donner l'explication, puis vous aurez 10 minutes pour l'utiliser, le remplir comme vous le souhaitez. Alors, voilà. Donc, ceci, c'est le questionnaire donc, qui vient du livre de Len Choni, donc, que j'ai francophonisé, on va dire. Donc, il y a un certain nombre de questions, un petit peu comme dans les magazines, j'allais dire féminins, mais je vais le faire fustiger, je vais simplement dire comme dans les magazines, où on a parfois ça à la fin, qui permet de voir si on est plutôt ceci, plutôt cela. Donc, simplement, pour chaque question, je vais demander de lire les phrases assez rapidement et de ne pas trop réfléchir à la réponse. C'est-à-dire que dans la réponse, vous avez juste à mettre 1, 2 ou 3. 3, c'est habituellement, 2, c'est parfois et 1, rarement. Et donc, par rapport aux énoncés, c'est dire, tiens, par exemple, les membres de l'équipe sont passionnés et ouverts lorsqu'ils discutent d'un problème. Vous dites, OK, rarement, parfois ou habituellement. N'essayez pas de trop y réfléchir. Alors, soit vous prenez l'équipe avec laquelle vous travaillez actuellement si vous travaillez dans une équipe. Si actuellement vous ne travaillez pas avec une équipe, vous pouvez prendre autre chose, votre club de sport ou une équipe dans laquelle vous allez travailler. Pour l'exercice, c'est juste pour montrer un petit peu comment on peut potentiellement utiliser donc, ces 5 dysfonctions. Alors, une fois que vous avez fini, donc à mon avis, ça doit prendre franchement 5 minutes grand max de répondre à ces 15 questions. Hop. À la fin, vous allez faire un petit scoring. Donc, vous avez ici une grille de lecture qui permet de dire, tiens, je vais prendre le résultat de l'énoncé 4, 6 et 12. N'allez pas regarder à l'avance à quoi ça se rapporte. Vous prenez les chiffres, vous avez un total. Et le total va vous donner une indication si potentiellement, il n'y a pas du tout de problème avec ceci, en tout cas par rapport à cette dysfonction-là. Si il faut quand même regarder et si celle-là doit absolument être adressée. Je propose de prendre ici 10 minutes. Donc, vous pouvez retourner à votre table. Prenez 5 minutes pour le faire dans votre coin, puis quand vous avez fini, vous pouvez discuter un petit peu les résultats. Et dans 10 minutes, on repartagera ça ensemble. Voilà. Est-ce que ça a l'air clair? Je ne vois pas de questions, pas de chat. Donc ici, je vois 18h18. On peut commencer comme ça et après, on échangera un petit peu sur ce que ça a donné. Voilà, je vais arrêter la présentation, comme ça potentiellement, je passerai aux différentes tables et vous pouvez m'appeler également si c'est le cas. Et vous pouvez discuter entre vous et remplir le document à votre aise. Donc ici, 10 minutes, donc 18h18, on va dire jusque 28h30 maximum. Voilà, à tout de suite. Ok, donc vous pouvez reprendre tous, soit votre browser, votre deuxième page, votre smartphone, votre tablette, ce que vous voulez. Donc on va maintenant partager les scores qu'on a, comme ça on va dans l'équipe aujourd'hui, donc des 27 personnes qui sont présentes, un petit peu ce que vous avez. Donc là, vous avez à nouveau les 5 dysfonctions et je vous demande simplement d'y reporter votre score, donc minimum 3, maximum 9. C'est-à-dire que si vous avez mis 3 fois 1 des questions sur la confiance, vous allez avoir 3. Si par contre vous avez mis 3 fois 3 ces questions, vous avez 9. Et ça donnera un petit peu une vue d'ensemble du panel de personnes qui sont là aujourd'hui. Et 13. Je vois qu'actuellement, on voit que le plus faible a l'air d'être au niveau de la responsabilisation, la confiance aussi un petit peu.
Le meilleur, pour le moment, c'est au niveau de l'engagement. Donc, ça, il faut le dire effectivement dans l'autre sens. C'est-à-dire que plus bas sont les scores, moins bon c'est. Donc, effectivement, plus on est proche des milieux de la toile, plus ça peut être potentiellement une chose à regarder dans vos équipes. Je vois 16. Je vais peut-être mettre le petit minuteur. Ça stresse toujours un peu tout le monde. Ça permet aux derniers AD ici de rentrer leurs infos. Je vais mettre 30 secondes. Voilà, c'est parti. 1 minute, pardon. Ok. Emmanuel, si tu nous entends, j'ai vu que tu avais levé la main. Est-ce que tu souhaites monter sur scène? Est-ce que tu as quelque chose? N'hésite pas. Je t'ai mis un chat direct, donc tu peux me répondre. Et on verra ce qu'on peut faire pour toi. Ou si tu as un problème technique, n'hésite pas à le signaler également à Eric, qu'on puisse t'aider. Je crois qu'on est toujours à 16. Je ne sais pas si les autres, si on les a perdus, s'ils n'arrivent plus à accéder au main type, peut rafraîchir la page aussi si ça problème. C'est quand même perturbant de ne pas avoir de réponse. Ok, super, 17, ça fait un dernière minute. Ok, Emmanuel avait une question sur une des questions. Je propose peut-être, on en parlera peut-être après, mais qu'on avance. Mais donc c'était les membres de l'équipe sont profondément préoccupés par la perspective de décevoir leur père. Ça m'a l'air d'être un très mauvais point. D'être dans cette situation-là, j'imagine. Donc voilà, donc l'idée ici, on verra si tu veux un peu après, Emmanuel, peut-être en privé par après. Donc ici, au niveau des dysfonctionnements, on voit effectivement globalement avec le panel de gens aujourd'hui, sur les 17 qu'on fait l'espèce de mini-assessment, on voit effectivement que c'est surtout le côté responsabilisation et confiance qui est le plus bas. Ça montre que finalement, on n'est pas tout seul. Hein, donc pour ceux qui avaient des scores bas, rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous, ça peut être aussi effrayant, mais en tout cas, vous n'êtes pas les seuls. Et alors ce qu'on va faire maintenant, en fait, donc dans la deuxième partie, je vois qu'il ne reste déjà plus qu'une demi-heure et on va faire tout pour terminer à temps. C'est que maintenant, par table, alors vous pouvez réorganiser les tables, essayer de ne pas vous retrouver seul aux tables, essayer d'être au moins 4 ou 5 par table. C'est justement d'échanger vos bonnes pratiques, vos choses que vous avez déjà fait. Alors, vous choisissez une dysfonction ou deux, vous commencez par une, vous prenez la suivante en fonction, vous faites un choix par table. Pour ça, je vous laisse vous auto-organiser. L'idée, c'est qu'à la fin, donc, dans chaque groupe, il y ait un représentant qui vienne sur scène. Vous aurez la chance d'être sur scène, c'est génial, il ne faut pas avoir peur. Et venir dire un petit peu, tiens, nous, on a parlé, par exemple, du manque de confiance, et voilà le point ou les 2 points qu'on veut mettre en avant, qu'on veut partager avec le reste du groupe. Donc l'idée, c'est vraiment que vous veniez avec des tiens, moi j'ai déjà été confronté au manque de confiance, voilà, ça peut être un outil, ça peut être un comportement à avoir ou à ne pas avoir, un peu les bonnes et les mauvaises pratiques, ce genre de choses. Prenez là où les dysfonctions qui vous parlent, et si vous voulez n'en faire qu'une, on va dire ici, moi les 34, on va donner un quart d'heure, donc jusqu'à 50. Si vous en faites une, c'est très bien. Vous pouvez en faire 2, vous pouvez faire les 5 en fonction du groupe, en fonction de la taille du groupe, comme vous le voulez. Et derrière, je vous demanderai de venir présenter, on va dire 2 minutes maximum par groupe. Essayez de ne pas avoir non plus 10 groupes. Je vais passer la table pour essayer de rassembler un peu les gens. Si les autres, si le manager peuvent faire pareil, s'ils voient qu'une personne est toute seule à une table pour l'amener vers une autre. Et donc voilà. Et puis on partagera ceci, comme ça on aura un petit peu cette. Alors pour le partage, soit vous avez un script qui va faire un PowerPoint, un Word ou ce que vous voulez, ou vous venez simplement le dire oralement, ça c'est vous qui voyez. Je suis fidèle au principe d'auto-organisation, je ne vais pas vous imposer un outil ou quoi que ce soit. Donc si, quand vous venez sur scène, vous voulez présenter avec du visuel, n'hésitez pas à faire le visuel que vous voulez pour le voilà, je vois qu'il est 35, donc on va laisser un quart d'heure pour travailler là-dessus, et puis on viendra présenter donc, par les différentes équipes. Ok. Ça va, donc voilà, format libre, discutez des dysfonctions que vous voulez et venez avec 2, 3 choses dont vous avez discuté et que vous trouvez intéressantes de partager avec les autres tables. Voilà, à tout de suite. Eric, tu sais lancer un chrono de 15 minutes, s'il te plaît. Il est en haut de l'écran, tu n'as plus qu'à couper la présentation et on y va. Magnifique, merci.
Voilà, bah, je sais que c'était assez court. J'espère que ça vous a donné envie de discuter de ce genre de sujet dans vos équipes ou entre vous, autour d'un verre ou ce que vous voulez. Je proposais maintenant peut-être pour faire venir donc les scribes ou les représentants, j'ai entendu différents mots quand je passe dans différents groupes, de lever la main. Donc normalement, vous avez moyen de lever la main. Donc premier arrivé, premier servi. Et alors, en 1 ou 2 minutes, vraiment expliquer ce que vous voulez partager avec l'équipe. Je vois que Sonia a levé la main. Donc, Eric, est-ce que tu peux faire monter Sonia sur la scène, s'il te plaît? Je vois qu'il y en a déjà 2 sur la scène. Donc, Emmanuel a dégainé en premier. Emmanuel, je propose de présenter un petit peu ce que ton équipe a envie de faire. Voilà. Oui, moi je gribouille. Donc, toi, tu ne m'as pas encore subi, mais les autres, ils ont l'habitude. Alors, dans la série des choses que les peurs avec la confrontation, à chaque fois, le petit antidote qu'on a trouvé, il y a quand quelqu'un a peur pour sa place. On avait un externe qui n'osait pas faire des commentaires au conjoint de la RH. Et du coup, ça ne donnait pas les infos utiles au pauvre conjoint qui n'y pouvait rien. Et on a discuté du souci et on a décidé qu'on résolvait ça avec plus de confiance. Donc, l'externe a accepté de prendre le risque de donner du feedback, même négatif, en se disant ok, c'est vrai qu'il a besoin de ce retour, donc tant pis, je prends sur moi et je risque ça. Et ça s'est très très bien passé. On avait aussi quelqu'un dans le groupe qui racontait un problème de violence verbale de la part d'un tiers et qui était difficile à vivre pour le reste de l'équipe. Ils en ont discuté entre eux. Et puis, ils ont décidé qu'on allait aborder le problème à un moment dépassionné, au moment de la rétrospective. Donc, pas dans le cœur de l'action, pas quand tout le monde est bien énervé, mais à un moment plus zen. Et moyennant quelques piqûres de rappel, ça a au moins permis de faire évoluer la situation. On a aussi vu des gens qui, parce qu'ils avaient peur de se faire engueuler, allaient se planquer physiquement ailleurs dans le bâtiment. Et dans ce cas-là, il y a une espèce de procédure de médiation qui s'est mise en place avec la personne qui faisait peur et les gens qui étaient effrayés, en mettant tout le monde dans la même salle avec un cadre clair qui faisait que la personne effrayante ne pouvait pas être aussi effrayante que d'habitude et que les personnes effrayées étaient obligées de participer un petit peu et qu'elles ne pouvaient pas juste avoir peur. Et enfin, pas vraiment dans l'optique peur de la confrontation, mais dans l'optique confrontation, on a aussi eu des gens qui ne pouvaient pas se voir de façon épidermique, qui devaient s'arracher la tête dès qu'ils se croisaient, et on n'a pas eu de solution idéale. Il y a eu un essai de charte comportement qui a un peu amélioré les choses, mais pas beaucoup. Et au moment où ça a coupé, on m'a été à dire que dans ce cas-là, il faut peut-être juste les séparer, arrêter de les faire bosser ensemble, si vraiment ils ne peuvent pas se voir. Et voilà. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel pour le beau dessin et le feedback de ce que vous avez fait dans l'équipe. Je vois que Sonia, du coup, si tu veux partager ce qui a été fait dans l'équipe, tu peux allumer ta caméra et ton micro et tu vas apparaître sur la scène. On va voir le retour de Sonia. Dans les autres tables, je vois qu'il y a Frédéric. Eric, est-ce que tu sais faire remonter Frédéric aussi sur la scène pour après? Sonia t'a dit dans le chat qu'elle avait un problème technique. Ah, Sonia a un problème technique. Ok, on peut peut-être faire monter Frédéric alors. Eric, si tu veux bien. Voilà. Et Frédéric, the floor is yours. Bonjour. Bonjour. Alors moi, comme Emmanuel, j'ai essayé de sketchnoter ce qu'on a dit. C'était très puissant, mais je suis pas doué en fait, je vais vous expliquer. Donc, concrètement, non, je plaisantais. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu des expériences en fait vécues sur justement le fait d'instaurer la confiance. Donc, le thème, c'était vraiment instaurer la confiance. Par rapport aux différents intervenants, l'idée, c'était de déjà demander, avant d'instaurer la confiance, de poser la question quelle était la définition de la confiance envers chacun. Donc, aux membres de l'équipe, qu'est-ce que la confiance en fait pour toi? Et en fait, qu'ils se mettent d'accord, qu'ils l'écrivent et qu'ils se le partagent. Et ensuite, de demander la confiance, mais en qui et en quoi? Et que cette définition soit partagée et au niveau de l'équipe et au niveau du management. Après cette phase-là, il y a tout un travail pour que la confiance soit mise en œuvre. Et l'idée, c'est de, comme un indicateur,
évaluer le niveau de confiance en fait dans l'équipe. Donc tous les 3 mois, il y a un formulaire et là je vous mets en fait en lien le formulaire sur le chat qui est assez sympa. C'est 16personnalités.com. Il y a un test de personnalité qui permet d'évaluer ça. Tous les 3 mois ou via des rétros ou je ne sais quoi, on va évaluer en fait le niveau de confiance envers l'organisation ou envers l'équipe. Et ça permet en fait finalement de s'ajuster en tant que coach après, coach agile ou Scrum Master. Et l'idée, c'est finalement, grâce à ce système-là, de construire la confiance. Et moi, ce que j'ai trouvé ça génial, c'est le fait de se mettre d'accord sur quelle est la définition de la confiance, parce que c'est clair qu'on aborde un truc qui est vachement personnel, individuel, et que le fait de se mettre d'accord en ayant une définition commune et acceptée par tous, on est déjà dans une procédure de confiance. Voilà. D'ailleurs, merci Frédéric et super sketch note, franchement. Ok, donc je vois que Sonia a des problèmes de Wi-Fi. Certains commencent à nous lâcher. Est-ce qu'il y a encore un des groupes qui veut partager quelque chose? Je vois qu'il n'y a plus personne qui a la main levée. Ah, c'est toi Jean-Claude qui va partager. Super, donc on va te laisser la place. Je te propose de faire ça en 1 ou 2 minutes et puis j'aurai un tout petit feedback à vous demander. Comme ça, on pourra clôturer à temps et ceux qui veulent rester, je peux rester encore un petit peu, quelques minutes pour répondre aux questions. Ok. Alors, on m'entend là? Mais par contre, j'ai un problème de caméra, désolé. Donc, à table, nous avons parlé de 2 problèmes. D'abord, une équipe où on mettait surtout en évidence ce qui ne marchait pas. Et donc, forcément, on piétine quelque part sur les problèmes, on montre du doigt. Et il faut préciser que c'était un contexte non agile. Donc, pas la possibilité de vraiment faire un travail de Scrum Master, mais avec de la bonne volonté quand même, puisque l'idée qui a été émise, c'était de malgré tout prendre le temps de célébrer les petits succès et ainsi mettre finalement l'accent sur aussi ce qui marche dans l'équipe, hein, pour donner une autre dynamique. Et en réalité, en creusant un peu, on a déterminé que le problème dans cette équipe, c'était surtout le management qui finalement mettait en place cet état d'esprit de pointer ce qui n'allait pas. Et donc, voilà, le statu quo est resté malheureusement, mais ça, c'est un des problèmes qui s'est présenté. Deuxième cas qui a été débattu, c'est effectivement le fait qu'il n'y avait pas de responsabilité au niveau de l'équipe et qu'on se cachait très vite derrière les spécifications. Oui, mais c'est comme ça que c'est écrit dans le document, et donc on n'est pas allé plus loin, alors qu'on aurait finalement pu se rendre compte qu'il y avait quand même moyen de mieux faire. À nouveau, ce n'était pas un contexte agile. Et deuxième problème dans cette équipe, c'est un problème de tension, hein, du fait que on n'a même pas le droit en fait de parler des problèmes parce que tout de suite les gens se sentent visés. C'est d'ailleurs le mode de communication. Au lieu d'essayer d'attaquer le comportement ou le problème, eh bien on attaquait la personne. Et donc effectivement de nouveau un état d'esprit négatif, délétère dans une équipe. Voilà. Merci Jean-Claude pour le partage. Donc 19h, excellent timing. Avant de vous laisser, je vais juste vous demander un tout petit feedback. Donc c'est à nouveau menti.com, donc avec le même code que tout à l'heure, etc. Je vais partager mon écran. Il y a 2 questions. La première, c'est à quoi est-ce que vous partez de cette session? Donc simplement, qu'est-ce qu'il y avait une chose, une idée, un concept que vous avez découvert, vous dites c'est intéressant, simplement le mettre. Et puis alors, la deuxième question, ce sera un petit feedback en 3 mots sur comment vous décririez la session que vous venez de vivre. Donc, ça va prendre 2-3 minutes. Un grand merci. Alors, ceux qui restent jusqu'au bout, il y aura un petit bonus pour eux. J'avais pris une petite vidéo qui dure 1 minute 30, qui est géniale. Ceux qui sont toujours là à ce moment-là pourront la voir à la fin des feedbacks.
Et c'est encore 30 secondes et puis on passera à la deuxième question. Je vois que beaucoup ont retenu la pyramide. Effectivement, c'est un outil assez facile à utiliser, assez puissant. Quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, que j'ai dit dans certains groupes, c'est que moi je l'ai fait avec mon équipe. Et ce qui est intéressant aussi, au-delà du score global de l'équipe, c'est de voir que certaines personnes mettent un score très bas et d'autres un score très haut, alors qu'ils font partie de la même équipe. Donc c'est intéressant de se poser la question pourquoi, et pourquoi leur perception est comme ceci. Et ça permet de creuser, de partager un petit peu sur ce que chacun vit. Alors le dernier slide, c'est comment décrivez-vous cette session en 3 mots. Donc ça c'est plutôt pour moi de donner un feedback qui soit positif ou constructif. Moi j'essaie de bannir le feedback négatif, mais n'hésitez pas, des choses que vous pensez. Si on vous demande maintenant en 3 mots, c'était quoi cette session, représentez-le comme vous souhaitez. Si vous me donnez un feedback plus long, n'hésitez pas par après, ce sera avec plaisir. Juste encore 1 minute et comme ça je serai dans les 5 minutes académiques de la session. Donc, merci en tout cas pour le feedback. C'était une première, donc voilà. Je voulais le faire une fois en présentiel. J'aurais commencé par du virtuel, étant donné la situation, mais c'était très instructif pour moi en tout cas. Pour 15 secondes, j'ai préparé ma vidéo du coup. Je n'ai pas encore testé le partage de vidéo ici dedans, ce sera fait. Eric m'a dit que ça marchait nickel, donc tant mieux. Hop. Voilà. Merci pour vos feedbacks. Je vais vous envoyer maintenant ce qu'on dit. Tout ceci, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est une petite vidéo de coaching très simple. J'espère que vous aurez le son. Je pense que c'est le son de votre ordinateur qui va sortir. On va voir. Hop, autoplay. C'est parti. Don't think that it's not possible. You're still in the match. You're gonna serve. We're gonna play. But what do you feel? What do you think? Give me something to agree. Give me something. Okay. No. You will not try. Hey, listen to me. Listen to me. We're gonna find a solution. Give me one goal on the serve. On the serve, only kick and in her body. 2 options. End of the story. You don't serve in the forehand anymore. All right? This is for the serve. Body. Okay. On the return, hold the return in the middle, and then you play. You play in the backhand. A lot of balls in the backhand. Okay, Dasha, listen to me. This match is not finished yet. If you think it's finished, we change the job, you and me. You understand what I mean? I don't want to change the job. I want to stay here. I want to win this title with you, and we're gonna do it. Okay, because we're gonna play every point the same way. The same way. You did it against Cornet. You can do this. Prove to yourself that you can fight until the end. Stop to think that you can maybe lose, blah, blah, blah. This is only blah, blah, blah. In the point, mentally. All right? This is the challenge of your young career. Now, watch the score. Watch the situation. Do it! So great. Ok, donc ça je voulais simplement utiliser cette petite vidéo parce qu'on se dit finalement c'est ça de dysfonction, travailler sur la confiance, travailler sur l'engagement, travailler sur l'accountability, ça prend du temps, ça c'est sûr. On regarde ici que le coach, bon c'est le monde du sport, à nouveau tout est plus rapide, tout est accéléré. En 1 minute 30, il est passé à travers à peu près les 5 dysfonctions dont on parle ici. Il a redonné de la confiance,
Il a cherché un engagement, une décision. On va jouer dans son verre. T'es d'accord? On fait ça. Il a cherché l'accountability, la responsabilisation. Toi et moi, on change de job ou quoi? Tu veux qu'on y aille? Et il a vraiment focalisé sur le résultat, hein, donc sur ce qu'il fallait faire. Donc ici, c'est une vidéo que je trouvais vraiment, vraiment très intéressante. Après, voilà, j'aime bien le sport, j'aime bien le tennis, mais qui montre que finalement, on peut avoir un impact assez, en un instant très court. Ici, bon, c'est un petit exemple que j'aime bien partager par rapport à ça, où finalement, assez rapidement, on s'est passé à travers pas mal de dimensions. Donc, je vais le partager avec vous pour la fin de la session. Voilà, donc je propose qu'on s'arrête là. Moi, je vais revenir aux tables. Donc, je suis encore dispo quelques minutes et puis j'aurai mon entraînement de basket ce soir. Donc, ma journée n'est pas finie. Mais merci en tout cas à tous ceux qui ont rejoint pour vos feedbacks et je demanderai à Eric, si c'est d'accord, d'envoyer en tout cas à tous les participants le lien vers les slides, vers les Mentimeter, etc. Et on peut rester en contact pour ceux qui le souhaitent. Voilà, une bonne soirée aux autres et à ceux qui sont aux tables. On se voit tout de suite.